Alors, mesdames, messieurs, c'est vrai que ces problèmes de souveraineté, soumission sont, dans les relations internationales sont assez prégnants aujourd'hui, mais il convient de les placer en perspective. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués, malgré tout, malgré les disproportions considérables qui existent entre les États, du point de vue de leur puissance politique, économique, culturelle ou autre, nous sommes habitués à un modèle égalitaire et à un modèle multipolaire de relations internationales. Nous trouvons assez naturel que la France, le Cameroun, la Bolivie, le Brésil, le Japon, etc., règlent eux-mêmes leurs propres problèmes et qu'ils traitent en quelque sorte d'égal à égal avec leurs partenaires sur la scène internationale, dont Perrine a rappelé très justement qu'ils étaient maintenant au nombre de 200, ce qui est un fait relativement nouveau sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mais ce modèle égalitaire, cette typologie égalitaire, il faut savoir qu'elle est peut-être un accident de l'histoire, qu'elle est une création spécifiquement européenne, selon moi, et que si l'on regarde à la fois l'histoire et la géographie, ce n'est pas ce que l'on constate comme première manifestation dans le domaine des relations internationales. D'ailleurs, ce terme international suppose lui-même ce modèle égalitaire des relations entre des nations. Mais en réalité, les relations entre les peuples sont à l'origine plutôt des relations de domination. Si vous prenez par exemple de cette typologie hiérarchique que l'on pourrait symboliser par une pyramide, dans laquelle il y a un sommet qui commande à la base, plutôt que par différentes entités ayant entre elles des liens, ce qui suppose un monde multipolaire et évidemment beaucoup plus complexe à gérer. Mais si vous prenez par exemple l'Empire romain, auquel nous sommes tributaires de quantité de concepts juridiques, et même de concepts juridiques qui ont une grande importance sur le plan du droit international. On ne peut pas dire que l'Empire romain, même à ses débuts, la cité de Rome, cité du Latium, qui va étendre sa domination à l'ensemble de l'Italie, puis au monde connu, enfin au monde méditerranéen du moins, ait eu une très forte conscience de l'altérité des autres. Voilà. Rome étend progressivement sa domination. La guerre juste, c'est la guerre qui est déclarée selon les formes, selon les rites exigés par la cité. Certes, Cicéron va développer le thème selon lequel la parole donnée doit être respectée même envers des adversaires, que si l'on assiège une ville, et l'on peut faire grâce à ses défenseurs s'ils se rendent. Nous avons des exemples comme le célèbre exemple de Régulus, général romain qui est fait prisonnier par les Carthaginois, qui l'envoie en quelque sorte libéré sur parole, à condition de revenir, qu'il envoie comme messager de paix au Sénat romain, et qui au Sénat romain plaide en revanche pour la poursuite de la guerre, et qui malgré ses proches va revenir se constituer prisonnier auprès des Carthaginois et connaître une mort affreuse. L'apport de Rome, auquel, encore une fois, nous devons tant, sur le plan du droit international, n'est pas très considérable. Le jus gentium, ou jus gentium, quelle que soit la façon dont vous le prononcez, dont nous avons tiré le droit des gens, gens qui veut dire d'ailleurs gens, qui veut dire les peuples, et qui est le nom que l'on donne, par exemple au XVIIe ou XVIIIe siècle, et même au XIXe siècle, et même encore un petit peu quelquefois aujourd'hui, au droit international, ce droit des gens, il ne dérive pas tellement, ce droit international ne dérive pas tellement du jus gentium romain. Le jus gentium, c'est un droit qui, contrairement au jus civilis, au droit civil, qui lui ne concerne que les citoyens romains, est le droit qui régit les relations de Rome avec des peuples que Rome a soumis sans toutefois les assimiler complètement. Donc on ne peut pas dire
que ce soit l'équivalent d'un droit international moderne tel que nous le connaissons. Ce jus gentium d'ailleurs va disparaître de fait au IIIe siècle avec le fameux édit de Caracalla qui va donner à tous les habitants de l'Empire la citoyenneté romaine et qui marque, il faut bien le dire, le commencement de la fin pour l'Empire romain. Les protestations sont assez vives à l'époque, n'est-ce pas? Rome n'est plus dans Rome, l'Oronte, qui est un fleuve aujourd'hui en Turquie, se déverse dans le Tibre, diront les contemporains, Juvénal je crois, et par conséquent, il n'y a plus, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'altérité, puisque la domination de Rome s'étend sur l'ensemble du monde connu. Pour retrouver une pluralité d'entités, il faudra attendre le fameux partage de Théodose entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, le premier étant évidemment davantage influencé par la culture et la langue grecque que le second, qui va rétablir un début de pluralité en attendant bien sûr les invasions barbares. Je signale quand même que ce partage de Théodose est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de l'Europe, puisque le méridien de partage de Théodose, c'est le méridien de Sarajevo. Sarajevo, ça nous dit quelque chose, bien sûr, c'est de là que part la Première Guerre mondiale par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, et c'est aussi le premier des conflits que va connaître l'Europe après la chute du communisme, démentant l'axiome selon lequel l'histoire prendrait fin. Et pourquoi cela? Précisément à cause du partage de Théodose, qui fera que les Slaves du Sud, arrivés par la suite, vont se scinder en deux nations différentes. L'une d'influence latine et par voie de conséquence catholique, l'autre d'influence grecque et par voie de conséquence orthodoxe, avec deux alphabets différents, deux influences culturelles différentes, qui vont donner naissance à deux nations différentes, les Croates et les Serbes. Voilà. Alors voilà pour l'Empire romain. Donc, l'Empire romain est un exemple, je vais énoncer un truisme, un exemple absolument chimiquement pur d'impérialisme. Bon. Si vous allez, par exemple, en revanche, à l'extrême orient du monde, encore que tout dépend, l'Orient ou l'Occident, de quel point de vue on se place naturellement, je pense par exemple à la conception chinoise des relations internationales. C'est également une conception sino-centrée. On ne le sait pas assez, mais par exemple le mot Chine n'existe pas en chinois. Les Chinois, pour désigner leur pays, disent et écrivent le pays du milieu, le pays du centre. Du milieu, du centre de quoi? Du milieu et du centre du monde, bien sûr. Et ce centre du monde, il a lui-même un point focal, un point central, qui est l'empereur, le fils du ciel, qui a reçu du ciel. Alors ça n'est pas Dieu exactement, c'est l'ensemble des forces cosmiques, le mandat de régner sur la société humaine et d'établir une espèce de pont entre le nomos et le physis, entre la culture et la nature en quelque sorte, et de faire régner dans une perspective confucéenne l'harmonie entre eux. Le centre de ce centre, c'est l'empereur. Autour, il y a, je dirais, la Chine chinoise, excusez-moi de ce pléonasme, c'est-à-dire la Chine des 18 provinces, qui est effectivement peuplée de Chinois Han. Autour, il y a les provinces extérieures, c'est-à-dire celles qui sont peuplées par des minorités ethniques, le Xinjiang turc, la Mandchourie, le Tibet, d'où d'ailleurs tout le problème actuel du Tibet, dans lequel nous voyons une nation, évidemment distincte par sa culture, par sa langue, par sa religion, par son écriture, que sais-je encore, de la Chine, alors que les Chinois y voient une province extérieure dans le cadre de leur système de représentation traditionnelle. Et au-delà des provinces extérieures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les royaumes vassaux. Les royaumes vassaux qui sont peuplés par définition de non-chinois, mais qui viennent faire leur soumission à l'empereur de Chine. On les reçoit d'ailleurs fort poliment dans une salle qui est prévue à cet effet. Si vous visitez à Pékin la cité interdite et le palais impérial, vous verrez qu'il y avait la salle où l'empereur recevait les bannières, c'est-à-dire les chefs des bannières, c'est-à-dire des régiments mandchous, la salle où on recevait les souverains des royaumes vassaux. Alors, ces royaumes vassaux, c'est par exemple la Corée, c'est l'Annam,
dont nous avons fait le Vietnam, à un moindre degré la Birmanie, la Thaïlande, et éventuellement d'ailleurs le Japon, qui va assimiler la civilisation chinoise, puisque jusqu'au 1er siècle de notre ère, jusqu'au 5e siècle de notre ère, il n'a pas d'écriture, c'est une société clanique, et qui va se trouver en présence de la civilisation chinoise, et qui va se dépêcher d'apprendre tout ce qu'elle peut, tout ce qu'ils peuvent de la civilisation chinoise. Bon. Alors voilà quelle est la conception de la Chine. Au-delà des royaumes vassaux, ce sont les barbares. Alors les barbares, il y a deux possibilités. Soit les barbares, ils sont hostiles, on les combat, on les écrase, ou alors au moins on les contient, d'où la construction de la Grande Muraille, ou bien, eh bien on admet leur chef à la qualité de roi d'un royaume vassal. Il suffit qu'il vienne faire sa soumission, qu'il vienne payer un tribut, et puis on va le recevoir obligeamment, lui donner un sceau qui va confirmer son autorité, sur lequel il pourra tamponner en quelque sorte ses documents officiels. On va lui remettre un exemplaire du calendrier, car c'est la même computation du temps qui symbolise la participation d'une même civilisation. Et voilà, on l'intègre au système des royaumes vassaux. Vous comprenez que ce système est un système totalement hiérarchique. Et évidemment, quand au XIXe siècle, des ambassadeurs occidentaux vont se présenter en Chine, le baron von Glücksburg, ou je ne sais quoi, ou Lord Macmillan, etc. Un peu, je ne sais plus quels sont les noms, c'est pas Lord Elgin en l'occurrence, peu importe, vont se présenter à la cour de Chine. Au départ, on les reçoit à peu près convenablement. Simplement, on leur demande de se prosterner devant l'empereur, puisqu'on pense que dans la conception traditionnelle, ce sont des barbares qui représentent leurs souverains, des rois vassaux, qui viennent faire allégeance à l'empereur. Ah, évidemment, le représentant de la Prusse, le représentant de la reine d'Angleterre, le représentant de la France, etc., refusent naturellement de ces prosternations, puisque eux sont imbus d'un système dans lequel, bon, un ambassadeur doit être poli, évidemment, et s'incliner devant le souverain, le chef d'État, auprès duquel il est accrédité, mais enfin, il n'est pas possible de reconnaître par d'autres gestes quelque forme d'allégeance que ce soit, puisque les Occidentaux sont persuadés qu'il y a un système, que ce système, le système multipolaire d'États égaux qui leur est familier, a une valeur universelle. Alors évidemment, les Chinois ne sont pas contents, pour rapport, ils trouvent que ces barbares sont très mal élevés, pour leur apprendre à vivre, on les découpe en morceaux. Les Occidentaux estiment que les Chinois sont abominables, infâmes, sournois et cruels, et qu'ils ont commis l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'ils ont porté la main sur des diplomates, qui sont des personnages absolument inviolables. Bon, et pour apprendre la civilisation aux Chinois, on met à sac le palais d'Été, etc., etc. Vous voyez que le malentendu pourrait durer longtemps. D'ailleurs, dans cette perspective hiérarchique, la Chine n'envoyait pas d'ambassadeur. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur n'est pas quelqu'un qui vient traiter d'égal à égal au nom de son souverain avec un autre souverain. L'ambassadeur, c'est un otage qui garantit précisément la fidélité de son souverain. Donc les Chinois ne se déplaçaient pas. Et vous remarquerez d'ailleurs que quand les Américains vont être soucieux de renouer les relations diplomatiques avec la Chine communiste, c'est Nixon qui se déplace, et Mao, lui, n'a jamais bougé de chez lui, ce qui était une symbolique très forte à l'égard des populations chinoises. Et puis, les Japonais, d'ailleurs, vont en faire l'expérience, parce que les Japonais, ils vont très bien assimiler toute la civilisation chinoise, l'architecture, l'art, la culture, le système politique. Ils vont créer une cour centralisée chez eux, à l'imitation des Chinois, puis au bout de quelques temps, ils vont finir par s'enhardir. Et ils vont se dire, quand même, nous, on a un souverain, c'est encore mieux que les Chinois. C'est pas un souverain qui a juste un mandat du ciel, il est proprement parlé d'origine divine, puisqu'ils en font remonter l'origine jusqu'à la déesse du soleil dans leur conception, la conception de leur religion primitive polythéiste, le Shinto, qui existe toujours à l'heure actuelle en parallèle avec le bouddhisme. Bon. Alors, ils vont un beau jour, au début
au IXe siècle, ils vont envoyer, ils vont rédiger les lettres de créance de leur ambassadeur auprès de la Chine, dans lesquelles ils disent l'empereur du pays du soleil levant, c'est-à-dire du Japon, s'adresse à l'empereur du pays du soleil couchant. Qui évidemment introduit une idée d'égalité. Les Chinois vont s'étrangler d'indignation. Comment ces barbares à peine dégrossis, qu'on avait quand même reçus poliment, à qui on avait montré nos techniques, nos savoir-faire, etc., et maintenant ils prétendent parler d'égalité, d'égal à égal avec nous. Alors, ça va pas du tout bien se passer, évidemment, et les relations vont singulièrement se refroidir. Elles vont se réchauffer, mais pas d'une façon pacifique, quand les Mongols ayant conquis la Chine et s'étant d'assimiler toute la conception chinoise, Kubilai, le petit-fils de Gengis Khan, que visitera Marco Polo, qui verra les préparatifs de cette expédition, décide que pour affirmer sa souveraineté sur le Japon, il décide l'envoi d'une expédition, d'une fantastique armada de 100 000 hommes, mongols, chinois, etc., qui, fort opportunément, pour les Japonais, sera dispersée par l'effet d'un typhon qui va fracasser les uns contre les autres les navires chinois, tous les temples bouddhistes, tous les sanctuaires shinto, tous les samouraïs s'attribueront le mérite de cet événement au XIIIe siècle, mais surtout on en fera remonter le mérite au vent divin, kamikaze, kami-dieu, kaze, vent, qui a dispersé au loin la flotte des envahisseurs, et comme les peuples ont la mémoire longue, eh bien en 1944 les Japonais voudront réitérer l'exploit, et leur pilote suicide devait être le nouveau vent divin dispersant au loin la flotte des envahisseurs. Alors il y a un certain nombre de persistances contemporaines d'ailleurs de ces conceptions chinoises. J'ai parlé du problème tibétain, je pourrais parler du problème de la Corée, j'ai parlé des relations diplomatiques, en particulier à l'époque de Mao, mais même encore à l'époque actuelle. Alors si nous en venons maintenant à l'Europe, nous avons le système, par exemple, de la chrétienté médiévale, après l'effondrement de l'Empire romain. La chrétienté médiévale, c'est un système hiérarchique, c'est un système pyramidal. Et évidemment, la logique de ce système pyramidal serait que les allégeances que les vassaux prêtent aux suzerains, eh bien, elles convergent vers un point focal qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, successeur de Charlemagne, sauf que que celui-ci concentre en sa main tous les pouvoirs. Sauf que, comme vous le savez aussi bien que moi, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. D'abord parce qu'il y a des résistances, notamment cet autre héritier de l'Empire carolingien, en tout cas de la Francia occidentalis, qui est le roi de France, qui, notamment sous l'influence de ses légistes, ou avec leur concours, plus exactement, en particulier avec Philippe le Bel, mais pas seulement, va dire que lui, il ne doit absolument aucun hommage à l'empereur du Saint-Empire, et qu'il est lui aussi empereur, d'où le fameux adage « le roi de France est empereur en son royaume », d'où un certain nombre de symboles, dont l'utilisation d'un cheval blanc, signe de souveraineté, etc. Et cette manifestation et d'autres vont évidemment s'opposer à ce que tous les pouvoirs en Europe soient concentrés aux mains de l'empereur. Et puis, autre problème que va rencontrer l'empereur, c'est la dualité, qui n'existe pas dans d'autres civilisations, entre le temporel et le spirituel. Cette distinction, qui n'est pas forcément une séparation, mais n'existe pratiquement que dans la société occidentale. Elle est la conséquence, je dirais, sur le plan théologique, en quelque sorte, de la fameuse phrase de l'Écriture « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais la plupart de mes étudiants ne savaient pas d'ailleurs quelle était l'origine de cette phrase. Alors je leur ai dit, mais vous savez, qui a prononcé ça il y avait une étudiante russe qui a dit c'est dans la Bible, etc. Oui, c'est un certain Jésus-Christ, quand même un personnage qui a joué un rôle assez considérable dans l'histoire, donc je leur disais, lisez un évangile, lisez le Coran et lisez le manifeste du Parti communiste, ça fait 52 pages, comme ça vous aurez quand même un aperçu de textes qui ont eu quand même une certaine influence, quoi que vous en pensiez par ailleurs,
sur l'histoire de l'humanité. Alors on connaît l'histoire, hein, les Juifs viennent trouver le Christ et lui disent est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Ce qui est une question redoutable, parce que s'il dit oui, il faut payer l'impôt à César, eh ben, à ce moment-là, c'est un collabo, et on va de l'occupant romain, et on va le discréditer auprès de la population juive. Et puis s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, c'est un résistant, mais on va le dénoncer aux autorités romaines qui vont le mettre à mort. C'est d'ailleurs comme ça, c'est d'ailleurs ce qui se passera dans la suite de l'histoire. Et alors le Christ se fait livrer, se fait remettre une pièce de monnaie qui est à l'effigie évidemment de César. César à l'époque c'est Tibère, hein, c'est l'empereur romain, et il dit de qui est cette effigie? De César, répondirent-ils. Eh bien rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole va fonder la distinction entre le temporel et le spirituel. Et c'est une distinction qui n'ira pas de soi, mais qui va être aussi à l'origine, en quelque sorte, du conflit entre la papauté et l'empire, sur lequel je ne vais pas m'étendre, Guelphes, Gibelin, etc. Tout ça appartient au domaine de l'histoire, qui va s'opposer à la concentration de tous les pouvoirs en un seul, en une seule main. J'y reviendrai tout à l'heure. Je dirais, avant de voir comment les choses se sont passées ensuite en Europe, je dirais que aux deux derniers systèmes que je voudrais aussi mentionner comme systèmes hiérarchiques, à l'encontre de notre modèle égalitaire, c'est d'abord le système marxiste. Le système marxiste, vous savez que pour Marx, toutes les relations sociales toutes les relations politiques ne sont que la superstructure qui dépend des relations sociales, lesquelles sont dépendantes de l'état de l'économie, et ceci dans une perspective dialectique qui conduit à l'opposition des classes sociales entre elles. Par conséquent, Marx estime que l'antagonisme de son époque entre le prolétariat et la bourgeoisie est absolument inéluctable. Marx, d'ailleurs, assez curieusement, je l'ai rappelé à quelques marxistes, dont Mélenchon d'ailleurs, Marx est partisan du libre-échange. Hein. Il est partisan du libre-échange. Il dit très clairement, dans un très beau discours d'ailleurs, alors que tous les autres socialistes sont, eux, en faveur d'une protection, d'un protectionnisme, pour maintenir quand même un minimum de conditions ouvrières, Marx leur dit non, pas du tout, ça n'a aucune importance. Bien sûr, par exemple, la bourgeoisie anglaise, en exportant ses cotonnades, etc., en Inde, ruine complètement l'artisanat local. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si nous pouvons nous passer de l'Asie dans une perspective révolutionnaire. Libre-échange, la bourgeoisie ne poursuit que ses intérêts économiques. Mais, il ajoute, le libre-échange et le protectionnisme est par essence conservateur, tandis que le libre-échange est par essence destructeur. Il détruit les anciennes nationalités. Il pousse à l'extrême les antagonismes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et de ce fait, il hâte l'avènement de la révolution. C'est dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote résolument, à l'international socialiste, que je vote résolument en faveur du libre-échange. Ouais, il avait déjà compris beaucoup de choses. Hein, bon. Mais à l'issue de ce processus, évidemment, la révolution doit se produire, révolution inéluctable. Et alors, quid après la révolution? Alors, ce qui a sauvé un peu ce messianisme catastrophiste qu'est le marxisme, c'est qu'il n'a pas véritablement décrit très bien ce qui devait se produire après. Après, ça devait être la société sans classe, de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens, et par conséquent, à partir du moment où les moyens de production seront aux mains de l'ensemble du prolétariat, bon, eh bien, l'État, qui est un système de contraintes d'une classe sociale sur une autre, devra disparaître. D'une certaine façon, Marx est un anarchiste. Il ne veut pas qu'il y ait... il dit l'État doit disparaître, parce que l'État, c'est un système de contraintes d'une classe sur une autre. Après l'avènement de la Révolution, il n'y aura plus d'État. Oui, sauf que, dans la pratique,
la révolution ne se produit pas en Angleterre ni en Allemagne, elle se produit en Russie. Staline, vainqueur de Trotsky, estime qu'il vaut mieux conforter la révolution dans un seul pays, plutôt que d'essayer de façon brouillonne de l'exporter au monde entier, et naît la théorie du socialisme dans un seul pays, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui sont, dit-on, nationales dans la forme, mais socialistes en substance. Au début, ce qu'il faut voir, c'est que l'Union des républiques socialistes soviétiques, elle est destinée à s'étendre aux dimensions du monde entier. C'est l'Union des républiques socialistes soviétiques du monde. D'ailleurs, la première constitution soviétique est absolument admirable, puisqu'elle donne le droit de vote à tous les prolétaires, paysans et ouvriers, qui viennent en Union soviétique. Ils ont le droit de voter, ils ne peuvent voter que pour un parti, mais ça c'est assez secondaire, si vous voulez, on voit bien la démarche. Et là aussi, le monde soviétique va retrouver une certaine forme d'altérité, encore très limitée, qu'après la défaite, enfin sa victoire en 1900 avec les Alliés sur l'Allemagne en 1945, qui grâce à Roosevelt va lui permettre de mettre la main sur la moitié de l'Europe. Or, ces territoires ne sont pas annexés par l'Union soviétique, ce qui est, assez curieusement, mais ça s'explique très bien sur le plan humain, ce qui est annexé effectivement par l'Union, ou réannexé par l'Union soviétique, ce sont les anciens territoires qui faisaient partie de l'Empire des Tsars. Par exemple, les pays baltes deviennent des républiques socialistes soviétiques, oui d'accord, mais la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc., deviennent des États satellites qui vont être évidemment étroitement soumis au contrôle de Moscou, au contrôle du Comintern, éventuellement sujets, s'ils ont des velléités d'indépendance, à des répressions brutales comme celle de Budapest, ou de Prague, ou autres, mais dans la forme juridique, et on retrouve d'ailleurs des auteurs de droit international soviétiques qui sont assez intéressants, comme le fameux Grigory Tounkin. Bon, dans la forme, l'Union soviétique va par exemple avoir des traités internationaux avec la Pologne, avec la République tchèque, etc. Et puis il y a le problème du reste du monde qui n'a pas basculé dans le communisme. D'où la doctrine de la coexistence pacifique. Autrement dit, il va falloir prendre beaucoup de liberté avec le marxisme primitif, jusqu'à ce que l'ensemble de ce système oppresseur, dictatorial, inefficace sur le plan économique, etc., ne finisse par s'effondrer, les satellites s'émanciper, et même les républiques de l'ancienne Union soviétique devenir effectivement indépendante, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes, dont l'actuel contentieux entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je vous ai brossé, là très rapidement, un certain nombre de modèles, dont vous voyez que ce sont des modèles hiérarchiques. J'aurais pu en ajouter un, d'ailleurs, qui est le modèle islamique. Le modèle islamique. Parce que dans l'islam, la distinction entre le temporel et le spirituel n'existe pas. Depuis celui que les musulmans révèrent comme leur prophète, Mahomet, qui était à la fois un chef de guerre, un chef politique, ses successeurs, qui peuvent prétendre au titre de calife à la condition qu'ils appartiennent à la famille élargie, enfin au clan de Mahomet, les Kouraïchites, vont être des souverains à la fois spirituels et temporels. Ce qui posera d'ailleurs un problème quand la puissance dominante dans cet univers sera l'Empire turc, l'Empire ottoman. Parce que les Turcs ne sont pas ethniquement des Arabes. Par conséquent, le sultan ottoman, il n'est pas un Kouraïchite, mais enfin ça fait rien. Par un certain nombre d'artifices, il deviendra aussi calife et commandeur des croyants. Et l'islam, il faut le dire très clairement, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas les événements récents qui nous l'apprennent. L'islam est une religion conquérante. Toutes les religions tendent plus ou moins à l'être, ou du moins à vouloir conquérir les âmes et les intelligences, et quelquefois aussi un petit peu par la force, c'est sûr.
Toutes les idéologies, toutes les doctrines, toutes les convictions sont ainsi, mais celle-ci l'est particulièrement parce que la conquête fait partie à la fois de sa culture et aussi de sa théologie, que malheureusement la plupart des gens, à commencer par mes collègues parlementaires européens, connaissent très mal, parce qu'ils n'ont jamais ouvert, par exemple, un exemplaire du Coran. Alors, on le voit très bien, dans les relations, par exemple, avec le monde occidental, les premières qui vont être pacifiques, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, c'est, par exemple, les fameuses capitulations, qui, contrairement au nom, à ce que pourrait laisser penser leur nom, ne sont pas des soumissions. La capitulation, c'est vrai que en droit, c'est le fait pour une armée de se rendre. Voilà. Bon, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Ça vient du latin capitula, chapitre. C'est un tout autre sens que celui des traités qui ont été conclus entre des États chrétiens et le monde ottoman. Et quand on voyait les premières capitulations entre Soliman le Magnifique et François Ier, vous voyez que Soliman le Magnifique se désigne lui-même, moi, sultan Mohamed Han, qui suis le commandeur des croyants, le plus puissant, le prince des rois de ce monde, etc., l'abri de tous les peuples. Enfin, il y a une profession de foi, de domination universelle qui est très claire dans ce traité conclu avec les Francs, conclu avec François Ier. Et à l'époque, si Soliman le Magnifique donne aux Français la protection des chrétiens d'Orient, et le fait par leur consul de pouvoir régler les litiges entre ces chrétiens, ce qui sera le début de notre influence au Liban et en Syrie, c'est pas du tout au départ un aveu de faiblesse de la part des Turcs, au contraire. C'est parce que les chrétiens, qui sont des dhimmis, qui sont donc un peu des citoyens de seconde zone, ne sont pas dignes d'être jugés selon le droit musulman, puisqu'ils ne sont pas musulmans. Alors autant donner à un prince chrétien la possibilité, par ses consuls, de régler leurs conflits entre eux, puisque le droit est par essence religieux. Et ce n'est que bien après, quand la Turquie sera affaiblie, que ces capitulations vont devenir un système qui va traduire précisément cette faiblesse. Qui va traduire cette faiblesse parce qu'il va soustraire au souverain territorial, notamment au gouvernement ottoman, au gouvernement du sultan, il va lui soustraire une partie de sa population, et notamment tous les chrétiens, et par conséquent tous les occidentaux qui sont sur le territoire, qui ne vont plus relever que de leur propre juridiction, les juridictions consulaires. Et c'est très très curieux de voir que ce système va être étendu à un certain nombre d'États qui ne sont pas considérés comme faisant partie du club chrétien ou européen ou occidental, comme vous voudrez, mais avec lesquels on a quand même des relations. Je pense en particulier au Maroc, par exemple, il y aura des capitulations avec le Maroc, à la Perse, l'actuel Iran, il y aura des capitulations, et il faut savoir que le premier discours de Khomeini, qui va assurer sa notoriété, c'est un discours demandant l'abrogation des capitulations avec l'Iran. Bon. Le Siam, c'est-à-dire l'actuelle Thaïlande, la Chine et le Japon. Et l'effort prodigieux que va faire le Japon au cours du XIXe siècle pour moderniser son droit, c'est un effort aussi pour obtenir l'abrogation de ces capitulations quand il aura compris qu'en réalité, c'est une marque de défiance et que c'est un problème parce que ça veut dire que les Occidentaux qui sont à Yokohama, etc., échappent à sa juridiction et que par conséquent, il a beau être admis aux relations internationales, il n'est pas admis de plein pied dans les relations internationales. Et ce sera aussi une des humiliations que subira la Chine, etc. Donc ce système est extrêmement, a eu une très grande importance et il a laissé sa marque aussi dans la mémoire des peuples. Alors, j'ai été très long, je regarde dans cette première exposé sur la typologie hiérarchique. Bon. Mais alors, me direz-vous, mais d'où vient le système égalitaire ? Parce que vous voyez que, balayant de façon extrêmement hardie et peut-être un peu présomptueuse,
La géographie et l'histoire, je vous parle de l'Empire romain, je vous parle de l'islam, je vous parle du système marxiste, je vous parle du système chinois, et on voit que dans tous ces systèmes, la conception des relations internationales, c'est une conception hiérarchique, avec un sommet qui commande à la base. Alors le système égalitaire, on n'en rencontre pas beaucoup dans l'histoire. Le premier qu'on voit, c'est les Grecs, les cités grecques. Et encore, parce qu'il y avait des cités dominantes, les cités, les fameuses cités hégémoniques. Encore que l'hégémone, contrairement au despotès, c'est celui qui dirige, mais pas forcément dans son propre intérêt. Enfin, bon, bref. Mais les Grecs vont inventer ça. Ils vont inventer la problématique de cités qui peuvent avoir des relations belliqueuses, bien sûr, mais aussi quelquefois des relations pacifiques. Et ils vont tout inventer. Ils vont inventer l'arbitrage international, par exemple. On a par exemple, un premier arbitrage entre les gens de Paros et je ne sais plus quelle autre cité grecque, pour la possession d'une ville qui est d'une ville ennemie. Ils sont liés. Ah oui, c'est Andros et Chalcis, pardon. Andros et Chalcis. Ils sont alliés contre une troisième cité. Ils envoient chacun un messager, un espion, pour se préparer au siège de cette cité ennemie. Ils voient que l'ennemi a décampé, la cité a été abandonnée par ses habitants. Et alors, retrouvant leur réflexe, chacun des deux messagers se met à cavaler pour être le premier à s'emparer au nom de sa propre cité de celle des ennemis que les ennemis ont abandonnée. Alors il y en a un qui court, l'autre court derrière, il court un peu moins vite, mais il a l'astuce de lancer son javelot et de le ficher dans la porte. Et alors là, grosse dispute ensuite entre les vainqueurs, jusque-là alliés, lequel s'est approprié le premier le butin, la cité vaincue. Alors, ils vont s'en remettre à l'arbitrage d'une troisième cité qui va trancher plutôt en faveur de celui qui a lancé le javelot. Et alors, les premiers sont très mécontents et vont jurer avec serment et imprécation que jamais ils ne prendront d'épouse ni ne donneront de filles à l'arbitre qui a si mal jugé. Voilà, donc on voit déjà qu'on peut maudire ses juges, mais tout ça nous est raconté par Plutarque, de façon très précise, mais en réalité, et ça c'est un des premiers qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'arbitrage entre les cités grecques. Et il y a beaucoup de relations. Un problème qui s'est posé au Parlement européen récemment, qui est toujours récurrent d'ailleurs, c'est le fameux problème de la citoyenneté européenne. Autrement dit, est-ce qu'il y a une citoyenneté européenne qui serait une espèce de super citoyenneté indépendante en quelque sorte, sui generis, indépendante de celle des États membres, ou bien est-ce que on a simplement la citoyenneté européenne, elle résulte tout simplement de ce que tous les États reconnaissent mutuellement à leurs citoyens un certain nombre de droits qui sont égaux. Bon, eh bien ça, ce problème, vous l'avez tout à fait dans la Grèce antique, entre l'isopoliteia et la sympoliteia, à savoir si on a une citoyenneté commune ou une citoyenneté identique, une espèce de super citoyenneté indépendante en quelque sorte de chaque nationalité particulière. Ils ont inventé toutes les ligues, les formes d'alliance, les amphictyonies, etc., autour de sanctuaires religieux, les trêves aussi, ne serait-ce que pour les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, bon, qui les réunissaient. Mais il faut bien dire que les chicayas, si j'ose dire, entre Sparte et Athènes et entre les cités grecques, en dépit des efforts de Démosthène, bon, tout ça va se traduire par le fait qu'ils vont être absorbés par les Macédoniens, donc conquis par les Macédoniens, et puis quand les Macédoniens sont eux-mêmes conquis par les Romains, bon, ben, la Grèce va faire partie de l'Empire romain. Par conséquent, ce système éphémère de relations égalitaires, il va, par la force des choses, prendre fin. Nous ne le voyons réapparaître qu'en Europe, à partir, en gros, du XVIe, XVIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, à cause, notamment, de la rupture de l'unité spirituelle de la chrétienté, et notamment
des guerres de religion auxquelles on ne réussira finalement à mettre fin que en adoptant un principe un petit peu absurde d'ailleurs, que nous trouvons aujourd'hui choquant à juste titre, cujus regio eius religio, les sujets sont censés avoir la religion que leur souverain, et basta. Voilà. Comme ça, on met fin à ces affrontements. Alors, là, il n'est plus question d'empire, il n'est plus question de souveraineté temporelle de la papauté, même s'il y a encore des États de l'Église. On entre dans un système dont la consécration définitive est celle des accords des traités de Westphalie, ainsi nommés parce qu'ils ont été signés à la fois à Münster et à Osnabrück, qui ont mis fin à la guerre de 30 ans et qui consacrent le principe de cette indépendance des États. Et vous voyez, c'est une révolution complète par rapport à à la conception médiévale, dans laquelle le prince est en quelque sorte le serviteur de l'Église et de la religion. Là, c'est le prince qui détermine la religion. Donc c'est une sécularisation considérable du pouvoir, et nous voyons par conséquent pointer en quelque sorte à l'horizon des États souverains. Qu'est-ce qui caractérise ces États souverains? C'est bien sûr, comme le dira un philosophe allemand que vous avez failli citer ou auquel vous êtes référé, c'est d'abord la compétence de leurs propres compétences. Contrairement par exemple aux autres collectivités publiques comme les communes ou comme les régions qui ont une compétence qui est délimitée par la loi, l'État lui a la compétence de sa propre compétence, c'est-à-dire qu'il décide librement de ce dont il va s'occuper. Vous avez des États qui interviennent dans le domaine bancaire, industriel, et vous aviez même des États totalitaires qui interviennent dans tous les domaines de la vie publique, de la vie privée, de la vie économique. Bon. Et puis vous en avez d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus souples et n'interviennent pas. C'est l'État qui détermine lui-même sa propre compétence. Bon. Et nous allons voir apparaître par conséquent en Europe occidentale, qui n'est jamais qu'une toute petite péninsule à l'extrémité de l'immense continent asiatique, mais évidemment considérable par l'influence qu'elle a eue sur le plan politique, économique et culturel, nous voyons apparaître ce modèle de relations multipolaires entre des entités égales. Des entités égales. Et ça, c'est vraiment nouveau. Nous y sommes habitués d'une certaine façon, mais c'est tout à fait extraordinaire. Le fait que le Grand-Duché de Luxembourg soit un État, avec un chef d'État, et qu'au même titre que les États-Unis d'Amérique ou que la Chine, je vous prie de croire que dans l'histoire humaine, ça n'allait pas du tout de soi, bien sûr. Quelles sont les conséquences de ce modèle égalitaire? Alors les conséquences, elles sont extrêmement nombreuses. Par exemple, c'est l'égalité protocolaire. Ça a l'air purement symbolique ou formel, mais le protocole, c'est très révélateur, bien sûr, de relations de puissance, de relations de pouvoir. Alors, ce protocole, cette égalité protocolaire, elle se traduit par l'égalité, par exemple, des titres souverains. Quand Pierre le Grand notifie au cours d'Europe, par exemple, qu'il prend le titre d'empereur, tsar, de dire César, Louis XIV lui fait savoir que, d'accord, on veut bien le considérer comme tel, mais c'est à la condition expresse que de ce titre, il ne tire aucune préséance par rapport à la France, et que les choses restent en l'état où elles étaient auparavant. Ces querelles de précédence ont donné lieu à des guerres. Vous avez par exemple, aujourd'hui, comment va-t-on classer les délégations de représentants d'État? La plupart du temps, on prend l'ordre alphabétique.
quand j'étais jeune député à l'Assemblée nationale et qu'on m'avait délégué avec un collègue d'un autre parti, évidemment, pour siéger à l'Assemblée générale des Nations Unies, je voyais que les délégations étaient rangées tout simplement par ordre alphabétique, ce qui donnait lieu à des rapprochements assez audacieux. Il y avait par exemple Irak, Iran, Israël. Alors l'Irak et l'Iran étaient dans ce livret une guerre absolument acharnée, et alors vous aviez les 4 types qui représentaient l'Irak, les 4 types qui représentaient l'Iran, et ils communiaient, si j'ose dire, dans la même hostilité à l'égard d'Israël. Bon, ben, ils étaient voisins parce que le classement, c'est le classement alphabétique afin qu'il n'y ait pas de mécontents. Bon. Quand vous avez, comment établir l'ordre de préséance entre les ambassadeurs? Vous avez, dans les mémoires de Louis XIV adressés au dauphin, qui malheureusement n'a jamais régné, vous avez tout un chapitre sur une chicaya ridicule, qui aujourd'hui nous paraît absolument dérisoire. À la cour de Londres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le carrosse de l'ambassadeur de France et le carrosse de l'ambassadeur d'Espagne arrivent exactement au même moment pour se présenter à la cour de Saint-James pour aller rendre leur devoir au roi d'Angleterre. Bon. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Espagne sont des gens extrêmement polis, cultivés, distingués, et si ce n'était que deux, chacun s'effacerait pour laisser passer l'autre. Bon. Et ils feraient plutôt assaut dans ce domaine. Mais là, ils sont en représentation officielle. Chacun représente son souverain. Aucun ne veut céder le passage. Que fait l'ambassadeur d'Espagne? Il est plus malin. Il prend sa bourse pleine de ducats d'or, il jette les ducats sous les pieds, sous les pattes des chevaux du carrosse de l'ambassadeur de France. La populace se précipite pour ramasser les ducats d'or. Le carrosse de l'ambassadeur de France est bloqué, et oups, là, on se croirait à Paris dans les grands embouteillages, là, et le carrosse de l'ambassadeur d'Espagne arrive à passer, et il arrive le premier à la cour d'Angleterre. Mais c'est que Louis XIV l'a très mal pris, il l'a menacé d'une guerre. Hein, rien moins d'une guerre. Et le roi d'Espagne, qui se sentait quand même pas très fort à ce moment-là, a été obligé de rappeler le comte de Molinares et je sais plus quoi, bon, et son ambassadeur, mais enfin pour bien montrer quand même qu'il ne le désavouait pas, il l'a fait chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Voilà, c'est à ce genre de choses que les cours passaient, les cours d'Europe passaient leur temps. Vous avez un deuxième conséquence qui est évidemment considérable de ce système multipolaire, c'est l'existence d'un droit international. À partir du moment où vous n'avez plus un Big Brother qui vous dicte ce que vous devez faire, ni qui fixe leur conduite éventuellement à des entités subordonnées, il faut bien quand même que leurs relations soient régies par un droit. Mais ce droit, il va résider dans quoi? Dans le consentement des États. C'est-à-dire qu'il va découler essentiellement de leurs accords, des traités. Et là, je disais tout à l'heure que Rome n'a pas laissé un grand héritage sur le plan du droit international. Mais ce sont les concepts plutôt de droit privé des Romains, sur le droit des contrats, qu'on va retrouver, par exemple, dans les traités. Pas exactement de la même façon, bien sûr. Est-ce que la violence... Parce que la violence, par exemple, est une cause de nullité en droit des contrats. Hein? Si j'oblige Perrine, par force, en lui braquant un pistolet sur la tête à me signer une reconnaissance de dette, il y aura violence et la reconnaissance de dette sera nulle. Oui. Mais est-ce qu'en droit international, la violence est cause de nullité des traités, alors que la plupart des traités sont des traités de paix qui, comme le nom l'indique, sont consécutifs à des guerres, et généralement dans les guerres, il y a des gagnants et des perdants. Hein. Voilà ce dont on a beaucoup discuté à l'Organisation des Nations Unies et ailleurs. Les conventions, et si vous prenez justement le statut de la Cour internationale de justice, c'est son fameux article 38, je crois, qui dit quelles sont les sources de droit que la Cour doit interpréter, c'est les traités, et deuxièmement la coutume. Mais la coutume consuetudo, elle résulte aussi du consentement des États, pourvu qu'elle ne soit pas un simple usage, et que s'ils se conforment à tel ou tel type de comportement, eh bien c'est parce qu'ils aient le sentiment que c'est obligatoire.
Troisième conséquence du modèle égalitaire, c'est l'existence de relations diplomatiques et consulaires, bien sûr. Hein. Les ambassadeurs, qui représentent leur État, qui présentent des lettres de créance et qui sont absolument inviolables, et les consuls, il peut y avoir, contrairement aux ambassadeurs, il peut y avoir plusieurs consuls d'un État, je ne sais pas combien il y a de consuls d'Algérie, par exemple, ou du Maroc en France, mais il y en a certainement plusieurs, qui s'occupent des intérêts, notamment commerciaux ou civils, de leurs ressortissants. Quatrième conséquence du modèle égalitaire, et là je pars sous le contrôle du commissaire général Volkel, qui est beaucoup plus compétent que moi sur ces sujets, puisqu'il en était le plus grand spécialiste français, ou l'un des plus grands, c'est l'égal accès à la mer. C'est l'égal accès à la mer, qui fut aussi dans le passé l'origine de conflits nombreux. Et très discuté en droit international. Il y a le fameux débat entre Selden, auteur de Mare Clausum, c'est-à-dire la mer est un espace restreint dans lequel un État peut affirmer sa souveraineté, et Grotius, Hugo van Groot, juriste et philosophe néerlandais, auteur du Mare Liberum, bon, de la mer libre. Alors, ce problème de l'égal accès à la mer, il va se concrétiser, là aussi, d'une façon tout à fait protocolaire, et assez puérile, pourrait-on penser, en apparence. C'est la question du salut à la mer. Bon, alors, moi, mon expérience marine est assez limitée, bon, mais quand même, le salut à la mer. Comment est-ce qu'on salue à la mer quand deux bateaux se rencontrent? Eh bien, on abaisse le pavillon, l'équipage, excusez-moi mademoiselle, mais c'est le terme un peu plus officiel et d'ailleurs très poli, est au poste de bande, c'est-à-dire au garde à vous, le clairon sol, les officiers saluent, et voilà. Bon. Et on abaisse le pavillon. Le problème, c'est de savoir qui doit saluer le premier. Voilà. Qui doit être salué le premier. Parce que celui qui est salué le premier, c'est celui qui est au-dessus. Bon. Alors ça a été terrible pendant des décennies. Le Danemark ou la Suède voulaient être salués les premiers dans la Baltique, le Danemark dans les détroits, la Grande-Bretagne en mer du Nord, la France voulait être saluée la première un peu partout, etc. Bon. Et donc on a des récits absolument hallucinants. On voit par exemple un navire français, toujours sous Louis XIV, qui rencontre un navire espagnol, et alors on envoie un enseigne de vaisseau qui va demander au navire espagnol de bien vouloir saluer le premier. Le commandant González y Guzmán, quelque chose, dit que si ce n'était que de lui, ce serait très volontiers, mais quand même qu'il a eu ordre du roi son maître de n'en rien faire. Très bien, on récupère l'enseigne de vaisseau, on ouvre le feu. Bon, alors évidemment les Espagnols ripostent, et alors Jules la douleur, dit le capitaine de vaisseau Clermont-Tonnerre, de perdre auprès de moi mon adjoint, le lieutenant de vaisseau Intel, qui eut la tête emportée par un boulet de canon, etc. Bon, la canonnade dure un certain temps, et puis à la fin, le bateau espagnol fait savoir qu'il souhaite cesser le combat, et il est complètement dématé, éventré, etc. Et alors il dit que, bon, il veut bien saluer le premier, mais enfin qu'il demande quand même qu'il lui soit donné acte qu'il ne fait que céder à la force. Alors on lui en donne acte bien volontiers, puis on lui envoie des poulets, du vin pour réconforter l'équipage, enfin ceux des membres de l'équipage qui ont survécu, bien évidemment, bon. Voilà, alors c'est l'affaire voilà, mais c'est tout à fait authentique, hein. Je pourrais vous retrouver les textes qui racontent tout ça. Alors cette affaire de salut à la mer, il a fallu un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution extrêmement, enfin pas vraiment originale, enfin, à laquelle on aurait peut-être pu penser plus tôt. Alors, quand deux navires se rencontrent, qu'est-ce qui salue le premier? Alors, je parle encore sous le contrôle du commissaire général de la marine, Volkel. Alors, quand un navire de commerce rencontre un navire de guerre, même si c'est un tanker de 500 000 tonnes qui rencontre un dragueur de mine de 500 tonnes, le navire de commerce salue le premier. Bon, ben, jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, quand deux navires de guerre se rencontrent,
Et bien là, alors, on m'a dit c'est l'âge du capitaine. Eh bien oui, c'est celui qui est commandé par un officier moins gradé, qui salue le premier, ou à égalité de grade, celui qui est le plus récent dans la nomination dans son grade, qui salue le premier. Alors, me direz-vous, comment on le sait, hein, comment le sait-on? Eh bien, écoutez, si un dragueur de mine rencontre un porte-avions, il se pose pas trop la question, et il va saluer le premier, parce qu'on se doute bien que le commandant du porte-avions doit être d'un rang plus élevé que le commandant du dragueur de mine. Mais quand ce sont deux navires de taille à peu près équivalente, mais moi, quand j'étais midship sur le Henri Poincaré ou sur la Calliope, je l'ai vu faire à plusieurs reprises. Ben là, on entre en relation, alors maintenant c'est des liaisons radio, avec le commandant du bateau posé, et on leur demande, éventuellement baragouinant en mauvais anglais, que sais-je encore, quel est le grade de votre commandant. Et on se précipite sur des grands bouquins, alors il y a toutes sortes de grands bouquins sur les passerelles des navires, il y en a qui vous renseignent sur le profil des navires espions, etc. Mais il y a un grand bouquin où il y a la concordance de tous les grades de tous les pays du monde. Voilà. Et alors comme ça, on peut voir celui qui est le moins gradé. Alors il y a des grades qui posent problème, comme le grade dans la marine anglo-saxonne de Commodore, qui est un peu au-dessus d'un capitaine de vaisseau, mais en dessous d'un contre-amiral. On n'a pas l'équivalent. Mais moi j'ai vu quand j'étais officier de liaison, par la suite de quelques périodes, notamment pour accueillir des bateaux ou des états-majors étrangers, j'étais officier de liaison pour le groupe navire-école japonais à Brest. Il y avait un problème. Parce qu'en France, il y a 4 grades d'amiraux, contre-amiral, vice-amiral d'escadre et amiral à 5 étoiles. Bon. Et au Japon et en Chine, il n'y en a que 3. Le japonais était d'un grade intermédiaire. À l'arrivée, les 2 destroyers japonais qui emmenaient les cadets de l'école navale de ce pays, ils saluent ce qu'on appelle la marque, c'est-à-dire le pavillon de l'amiral préfet maritime. Bon, alors là, je crois que c'était de mémoire de 15 coups de canon. Est-ce qu'il fallait qu'on le considère comme un vice-amiral d'escadre ou seulement comme un vice-amiral? Est-ce qu'il fallait qu'on lui rende 13 ou seulement 11 ou quelque chose comme ça? Voilà un problème dont nous avons eu à discuter gravement. Et il a fallu toute la diplomatie de votre serviteur pour éviter que ces coups de canon, pour faire en sorte que ces coups de canon restassent des coups de canon à blanc. Vous voyez, bon, si je puis dire. Donc, égal accès à la mer. La mer est une res nullius, elle n'appartient à personne. Et par conséquent, eh bien, tout le monde peut y aller. Sauf une étroite bande maritime qui, à l'époque, est la mer territoriale qui ne fait que 3000 marins, parce que 3000 marins, ça fait à peu près 5 km, c'est la portée maximale d'un boulet de canon. Donc c'est très simple, hein, le droit de la mer. Mais tous les États ont un égal accès à la mer. Et puis ils ont également égal accès au territoire sans mètres. C'est tout le problème de la colonisation. Un territoire peuplé d'indigènes, non européens, etc., il appartient au premier qui le découvre, à condition qu'il l'occupe de préférence ensuite de façon plus ou moins permanente. Voilà ce modèle égalitaire. Ce modèle égalitaire, il n'est égalitaire, vous l'avez compris, que pour des nations européennes. Et il va cependant triompher. Il va cependant triompher avant que d'être remis en cause à notre époque, parce qu'on va voir dans toute la première moitié, la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, on va assister au déclin des modalités juridiques de subordination. On va assister, par exemple, au déclin de la colonisation et à l'émancipation des peuples du tiers-monde. Alors la colonisation, s'est-elle bien faite? Ça, c'est une toute autre question, bien évidemment, mais le fait est que le XXe siècle a été le siècle des nations. Quand on nous dit que le nationalisme s'est dépassé, on est obligé de constater, par exemple, qu'avant la guerre de 1914, il y avait à peu près une trentaine d'États de par le monde
qui étaient reconnus comme tels, et encore parmi eux, il y en avait beaucoup d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, les anciens débris de l'Empire espagnol. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas compté, mais Perrine a dit 200, je crois que c'est effectivement à peu près le nombre de ceux qui sont présentés à l'Organisation des Nations Unies. C'est donc bien que ce fait national, il correspond chez l'être humain à quelque chose de réel, de permanent, qui transcende, à certains égards, les cultures et les civilisations. Des modalités qui existaient en droit international, qui n'étaient pas la colonisation pure et simple, mais qui étaient une forme de subordination, comme le protectorat, la concession de Hong Kong. On l'a vu, moi je l'ai vu, si j'ose dire, disparaître étant député au Parlement européen il n'y a pas très longtemps. La concession que la Chine avait dû accorder, contrainte et forcée, pour 99 ans aux Britanniques sur l'île de Victoria, etc. Tout ça, ça a disparu. Le mandat de la Société des Nations que nous avons exercé, j'étais récemment en Tanzanie, on m'avait envoyé surveiller les élections et faire progresser la démocratie à Zanzibar. Bon, on aurait beaucoup de leçons à prendre des Tanzaniens. Ça c'est un autre sujet. Eh bien, sur la Tanzanie, il y avait eu qui avait été colonie allemande, on avait donné assez hypocritement, après la guerre, un mandat. Alors nous, on nous a donné un mandat, nous Français, sur le Liban et sur la Syrie, parce qu'il n'y avait pas de pétrole, et puis les Britanniques ont pris la Tanzanie, ce qui permettait d'avoir la continuité de leur empire, et puis ils ont pris l'Irak et la Palestine, qui leur paraissait plus intéressant. Il y a cependant encore des inégalités au sein des relations internationales. Et il y a des inégalités qui sont en partie justifiées. Je pense, bien que ce soit l'objet de très vives critiques, par exemple, à l'Organisation des Nations Unies, vous savez qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui disposent de surcroît de ce qu'on appelle le fameux droit de veto, dont un certain nombre abusent d'évidence. Mais enfin, il se trouve que ces 5 membres sont aussi, mais c'est un concours de circonstances, et ils sont aussi les 5 détenteurs du club nucléaire, quoi, puisque officiellement Israël n'a pas la bombe atomique, enfin avant qu'Israël, le Pakistan et quelques autres ne l'acquièrent, c'était les 5 membres du club atomique. Bon, ils ont un statut évidemment spécial au sein de l'Organisation des Nations Unies, et il y a de ce fait une disparité, bien évidemment, entre les États. On voit la même chose dans un certain nombre d'organisations internationales. Ça n'est pas nécessairement choquant. On le voit dans l'Union européenne, parce que bien évidemment au Parlement européen, mais aussi dans le nombre de votes au Conseil, de droit de vote au Conseil européen, eh bien, on prend en compte quand même l'importance de la population de chaque État. On n'en tient pas, ce n'est pas rigoureusement proportionnel. Le prix d'un député luxembourgeois, il est à 80 000, pour 80 000 luxembourgeois, vous avez un député européen. Il faut 800 000 Français pour avoir un député européen français. Bon. Donc on peut dire que c'est quand même, c'est pas rigoureusement proportionnel à la population, mais ça entre quand même en ligne de compte. Ce qui aujourd'hui est davantage préoccupant, et c'est par là que je terminerai cet exposé, c'est évidemment l'émergence de nouvelles formes d'impérialisme, et ce que l'on appelle en particulier le nouvel ordre mondial. Bon. Ce que l'on appelle le mondialisme et ce que les anglo-saxons appellent, c'est la même chose, le globalisme. Encore une fois, le nouvel ordre mondial, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été surtout le fait de ces 2 superpuissances qui étaient les 2 seuls détenteurs de l'arme nucléaire, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique,
dont l'oligopole, en quelque sorte, s'imposait. Ils avaient soin, d'ailleurs, d'essayer d'empêcher d'autres puissances d'accéder à l'arme nucléaire. C'est le fameux traité de non-prolifération, dont on a fait grief à l'Iran de vouloir s'affranchir, précisément, récemment, que la Chine n'a pas voulu ratifier, ni d'ailleurs la France. Mais aujourd'hui, la disparition de l'Union soviétique laisse évidemment une seule superpuissance en lice. Et quiconque dispose de la force a tendance évidemment à en abuser, et c'est évidemment l'un de nos problèmes, d'autant plus que le gouvernement de Washington n'agit pas toujours exclusivement au profit des intérêts des citoyens américains. Cette idée de nouvel ordre mondial, elle a été utilisée lors d'un discours prononcé au Congrès des États-Unis le 11 septembre 1990 par le président George Bush, le premier. Je le cite, nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour, une nouvelle ère moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. Je ne suis pas absolument certain que ceci soit véritablement le cas. Je voulais vous parler de tous ceux qui, tels Aldous Huxley ou d'autres, ont préconisé, John Maynard Keynes également sur le plan, on parlait tout à l'heure, je crois, c'est Perrine peut-être qui en parlait sur le plan économique ou financier. Il ne faut pas oublier que Keynes, qui était le principal représentant du Commonwealth lors de la discussion sur le système de Bretton Woods, avait insisté pour la création de la banque de règlement international, et une telle banque qui aurait eu le privilège d'émettre une monnaie internationale appelée le Bancor, voilà, ainsi que de financer une autorité de gouvernance supranationale. Sa démarche n'a pas eu de succès, mais je ne suis pas sûr, sauf que, quand même, quelque chose qui s'en rapproche assez, ce sont les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, qui sont une création de monnaie qui échappe effectivement au contrôle des États et qui pose la question du rapport entre la création monétaire et la démocratie. Par quoi se caractérise ce nouvel ordre mondial? Il se caractérise par une internationalisation posée comme fin en soi. Les États n'ont plus le droit, en quelque sorte, d'avoir leur précaré, leurs compétences doivent être partagées. Au principe traditionnel du droit international de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, s'est substitué un droit et même un devoir d'ingérence dont certaines utilisations, dans des cas extrêmes, sont peut-être légitimes, mais dont beaucoup, évidemment, ont servi de prétexte. Une troisième caractéristique de ce système, c'est évidemment le libre-échange économique, le libre-échangisme, devrait-on dire, car il ne s'agit pas seulement de vouloir abaisser les droits de douane ou de nouer des accords commerciaux entre États. Non, c'est la généralisation absolue d'un principe qui croit dans qui affecte de croire dans les bienfaits de la division internationale du travail. Et dans cette perspective, il y a un certain nombre d'États qui occupent le haut du pavé par la qualité de leur industrie électronique, leur industrie automobile ou que sais-je. Et puis il y en a d'autres qui vont être nécessairement réduits, comme le Guatemala, à la production de bananes. Peut-être que la France, d'ailleurs, qui a perdu au cours des 20 dernières années la moitié de son potentiel industriel, sera réduite au rôle d'espace de tourisme, pour autant évidemment que les attentats ne dissuadent pas les touristes étrangers de venir chez nous. Cette croyance dans la supériorité de la division internationale du travail sous-tend un certain nombre d'instruments juridiques dont au départ le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, qui s'analyse techniquement comme une généralisation de la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que si un État consent un avantage à un autre,
par exemple l'abaissement d'un tarif douanier sur les produits en provenance de son partenaire, il doit ipso facto, sans autre forme de procès en quelque sorte, cet échange doit être étendu à tous les autres participants de ce système. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Quand cette clause de la nation la plus favorisée est étendue évidemment aux dimensions pratiquement de l'univers, on peut d'ailleurs se demander quel est l'intérêt, quel reste l'intérêt d'organisations régionales telles que l'Union européenne. Si le but n'est plus le marché commun entre pays européens qui, certes, avaient supprimé le grand marché et avaient supprimé les droits de douane entre eux, mais dont il était convenu au départ que ceci était destiné à réaliser une espèce de préférence communautaire. Les Français s'approvisionnaient de préférence en produits industriels allemands par rapport à d'autres pays non européens, et les Allemands de préférence en produits de l'agriculture française. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle De Gaulle s'était opposé aux Anglais qui, comme toujours, voulaient jouer sur les deux tableaux et en particulier continuer à conserver leurs relations évidemment préférentielles avec des pays du Commonwealth, bon, pour le mouton, pour toutes sortes de choses de ce style. Eh bien, là, nous avons une généralisation, je dirais quasi obligatoire, quasi religieuse, on le voit au Parlement européen, de ce système de libre-échange, à telle enseigne que, non content de constater les dégâts que l'on devrait constater de ce libre-échangisme extrémiste entre nous, pays européens, de grenouille qui s'est faite aussi grosse que le bœuf aujourd'hui à 28 États membres, nous voulons négocier des traités partenariat atlantiques avec les États-Unis, nous voulons négocier des traités semblables avec le Japon, etc., avec les pays Caraïbes, Pacifiques et en quelque sorte avec le monde entier. Nous savons ce qu'il faut penser. Dieu sait que je n'étais pas marxiste, mais sur le libre-échange, Marx a raison. Le libre-échange est destructeur. Comme il le redit, je le recite encore une fois, il dissout les solidarités familiales, il dissout les nationalités, il pousse à l'extrême les antagonismes entre les classes. C'est en ce sens, à l'insu de la bourgeoisie, il hâte la révolution. Sauf que nous, ce n'est pas de cette révolution-là que nous voulons. Nous voulons conserver nos identités, nous voulons conserver nos coutumes, nous voulons conserver notre mode de vie, nous voulons conserver nos valeurs, nous voulons conserver notre indépendance, et par conséquent, nous n'avons aucune raison de sacrifier à ce système. Une quatrième caractéristique du système sont les actions coercitives menées sous couvert de l'ONU, encore que dans la deuxième guerre d'Irak, pratiquement, les États-Unis s'en soient dispensés en dépit de ce qu'on nous a annoncé comme le mirobolant discours de M. de Villepin au Conseil de sécurité. Le mirobolant discours merveilleux discours de M. de Villepin c'est une velléité d'indépendance nationale, mais en aucun cas, par exemple, la France n'a pas opposé son veto, la France n'a pas fait ce qu'avaient fait les États-Unis quand les Russes, quand la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, c'est-à-dire convier l'Assemblée Générale. Et si on avait porté la question devant l'Assemblée Générale, dont certes les décisions ne sont pas obligatoires, sur le plan politique, c'eût été certainement une victoire autrement considérable en cette occasion. Cinquième et dernière caractéristique, c'est une opinion qui est façonnée par les groupes de pression, par toutes sortes de procédés médiatiques et autres que je n'ai pas le temps de développer ici, mais peut-être s'il y a des questions, je m'efforcerai d'y répondre. Je n'en prendrai qu'un seul exemple que nous avons vu hier au Parlement européen, c'est la multiplication des bons points pour les bons élèves, les prix Nobel, qui ont été donnés à un fait de crapule, je pense à l'Éducto, etc., qui, une fois son prix Nobel de la paix en poche, s'est empressé pour avoir, soi-disant, être parvenu avec Kissinger à négocier la paix au Vietnam. Aussitôt les accords signés, le Nord-Vietnam a repris ses agressions contre le Sud jusqu'à le submerger complètement. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Nous avons les exemples du prix Sakharov, et les exemples, etc., qui quelquefois est donné à des personnalités estimables, mais qui sont autant de moyens de pression
évidemment sur les peuples, sur les opinions. Mesdames, Messieurs, j'ai été très long, je vais conclure à présent. Je crois que la liberté et l'égalité des nations fait partie de notre patrimoine juridique, bien sûr. Et en ce sens, d'ailleurs, quand la presse internationale ou française nous dit que nous, enfin mes collègues et moi-même, nous sommes des gens abominables parce que nous sommes contre l'Europe, alors que nous sommes députés européens et que voilà, nous touchons l'argent de l'Europe. Comme s'il y avait un argent de l'Europe, soit dit. J'ai dit non, ne touchons pas l'argent de l'Europe. Nous avons une indemnité qui nous est versée par nos électeurs, qui, quand nous n'étions pas dans cette enceinte, étaient contraints par leurs impôts de payer les partis dont ils ne partagent pas les opinions, et qui les combattent et qui les ruinent. Voilà. Bon. Je dis, nous sommes de meilleurs Européens que les européistes, car l'Europe est dans l'histoire de l'humanité, comme je vous l'ai prouvé, et dans les épreuves, les conflits que de sang versé pour maintenir ce justum potentiae equilibrium, ce juste équilibre des puissances, qu'un certain nombre de personnages historiques et non des moindres, qui s'appelaient Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler, etc., ont essayé quand même dont ils ont essayé de s'affranchir à un certain moment de l'histoire, mais cet héritage de la liberté et de l'égalité des nations, il fait partie de notre culture. Il n'empêche pas une certaine communauté de civilisation. Et quand François Mitterrand, dans un discours d'ailleurs brillant, François Mitterrand à l'agonie, a déclaré au Parlement européen, le nationalisme c'est la guerre, il se moquait un peu du monde parce que, comme je le lui ai fait observer modestement après à la préfecture, on a tué beaucoup plus au nom de l'internationalisme qu'on a tué, on a tué beaucoup, quand même, trop certainement, c'est indiscutable, au nom du nationalisme ou d'un faux nationalisme. Alors quand on nous dit que le nationalisme s'est dépassé, certes, le nationalisme agressif, le nationalisme qui voudrait imposer la volonté d'un peuple à un autre, il est immoral et il est dépassé. En revanche, nous sommes obligés de nous rendre compte que c'est au contraire un concept tout à fait moderne et tout à fait performant. Parce que quand l'Union soviétique s'est effondrée et que le point implacable de ce système totalitaire s'est desserré, qu'avons-nous vu? Nous avons vu l'éclosion des nations diverses qui ont repris leur liberté. Et pareil pour la fédération yougoslave, les Croates se sont séparés des Serbes, les Slovènes aussi, etc. Inversement, l'Allemagne, qui était artificiellement divisée par un système de contraintes, s'est réunifiée presque complètement en l'espace de moins d'un an. Preuve par conséquent que notre sentiment national n'est pas dépassé, il est moderne, il n'est pas davantage belliqueux, il est pacifique. Notre nationalisme ne procède pas d'une idolâtrie collective, aussi condamnable que le serait n'importe quelle autre idolâtrie d'idéologie, de classe sociale ou d'État. Il reconnaît l'existence de corps intermédiaires. Si nous avions la conviction que les nations sont une entrave à l'épanouissement des individus, à regret, nous les rangerions dans le tiroir où on range les souvenirs des bons moments passés, mais tel n'est pas le cas. La nation est le cadre le plus performant dans lequel, à l'intérieur d'un espace quelquefois tout petit, comme la principauté de Monaco, quelquefois gigantesque, comme la Russie ou comme les États-Unis d'Amérique ou la Chine, des gens se reconnaissent. Une affinité qui peut être une affinité ethnique, culturelle, spirituelle, politique, en tout cas un avenir commun. Et c'est, je crois, ce que nous devons défendre en veillant à restaurer, à maintenir en tout cas, le droit international et à combattre résolument toutes les formes de soumission que l'on voudrait nous imposer au nom de je ne sais quelle fausse modernité. Merci beaucoup.